Aujourd'hui, c'est un sujet en fait qui nous est particulièrement cher. La coordination d'intimité, c'est une table ronde que nous avons décidé de décliner dans plusieurs endroits pour parler de ce métier qui est encore assez méconnu. Pourquoi parler de ce métier? Parce que nous avons fait partie des associations qui ont été auditionnées à l'Assemblée nationale. Et en préparant ces rencontres, ces auditions, on a discuté avec d'autres associations. On a parlé aussi avec la commission AFA Soutien, qui est une commission de l'AFA qui a récolté beaucoup la parole des actrices et des acteurs. Et il nous est apparu que l'un des berceaux, c'est pas le seul, mais l'un des berceaux des violences, c'était les plateaux de tournage et donc les scènes d'intimité. Et quand on en parle avec nos pairs, c'est pas toujours si simple que ça. Or, il nous apparaît qu'il est vraiment important de nous protéger, que ce métier est un facilitateur de tournage et non un empêcheur de tournage. Et donc, c'est la raison de ce choix. Voilà. Pour vous présenter très très rapidement l'AFA, actrice et acteur de France associés. Moi aussi, si je le dis pas comme il faut, je me fais taper sur les doigts. C'est donc une association d'actrices et d'acteurs professionnels qui existe depuis 10 ans. Nous avons fêté nos 10 ans il y a très peu de temps. Et qui a donc dans ses objectifs celui de repositionner les actrices et les acteurs au centre de la réflexion et du processus de création, et de créer aussi du lien entre nous, actrices et acteurs, mais aussi entre nous, actrices et acteurs, et nos partenaires, comme ici à Paris Cours-de-Vin. Voilà, donc je vous propose de passer maintenant à notre table ronde, de donner la parole à nos invités, que je vais laisser se présenter avant d'attaquer. Merci Estelle. Bonjour à tous. Moi, je suis Aline Panel. J'ai fondé et je préside une société qui s'appelle Authentic Prod. Et je viens ici parler en tant que productrice, amenée à gérer ces questions, et aussi en tant que conseiller syndical au sein de notre syndicat de producteurs qui s'appelle l'USPA. Bonjour, je m'appelle Noémie Cochère, je suis comédienne, scénariste et je l'espère dans 2 jours coordinatrice d'intimité certifiée. C'est très important d'être certifiée. Je fais aussi partie de la commission AFA Soutien et donc évidemment le métier de coordinatrice d'intimité m'a d'autant plus intéressée suite à tout ce qui se passe aujourd'hui avec le mouvement MeToo. Voilà. Enfin, on sera peut-être protégé lors des scènes d'intimité. Bonjour, je suis Caroline Rogard, je suis la directrice de la communication du groupe Audience, que je pense vous connaissez tous. Et nous sommes en charge, Audience, nous sommes l'opérateur de la cellule d'écoute contre les violences sexistes et sexuelles qui a été créée il y a 5 ans et qui opère pour les professionnels du secteur. Et donc voilà, je suis là à ce titre parce que c'est vrai que les sujets sont très liés. Et on mesure aussi l'emploi dans le secteur. Et donc je pense que ça va être intéressant de pouvoir croiser les données d'emploi des coordinateurs d'intimité et de baisse des violences sexistes et sexuelles. Bonjour, je m'appelle Julius Berg, je suis réalisateur. J'ai pu travailler à plusieurs reprises avec Netflix. J'ai travaillé avec et sans coordinatrice d'intimité. Donc je vais pouvoir vous parler un peu de mon expérience. Bonjour à tous, je m'appelle Ségolène Dupont et je travaille à la CPNEF de l'audiovisuel. Donc c'est une commission paritaire pas au sens homme-femme, mais paritaire au sens organisation d'employeurs et organisation de salariés, sur les questions d'emploi et formation, notamment pour la production audiovisuelle et la production cinéma, dans lesquelles ce métier se développe rapidement. Et donc j'y reviendrai, mais on a travaillé sur un état des lieux et je parlerai un petit peu plus tard de nos travaux en cours. Merci. Les autres micros... Si. Allô? Oui. Les autres micros sont branchés. Je voulais vous proposer en fait de prendre chacun un micro pour qu'on soit autonome dans notre prise de parole. Merci beaucoup. Avant de démarrer, je vous propose en fait de préciser ce qu'est la coordination d'intimité. En fait. Donc... Noémie, est-ce que tu veux commencer? Ça marche? Oui, ça marche, mais il faut vraiment... La coordination d'intimité, en fait, c'est ce qu'on connaît avec toutes les scènes de violence. Il y a toujours ce qu'on appelle en anglais les stunt coordinators, donc qui coordinent les scènes de violence, d'armes, etc. Donc c'est le même statut, disons, mais qui s'occupe des scènes d'intimité. Et par scène d'intimité, on entend scène de nudité,
Donc il y a des clauses très spéciales. Qu'est-ce qu'est la nudité? Scène de sexe simulée. Le mot simulé est très important. Et toute autre forme d'intimité. Une visite chez le gynécologue, un allaitement, les cadavres. Voilà, toute forme d'intimité. Et c'est un métier qui fait le pont entre les artistes, les acteurs, actrices, la réalisation, la production, et qui est là pour aider à protéger les actrices et les acteurs, tout en aidant le réalisateur ou la réalisatrice à pouvoir créer sa vision de la scène. Donc, normalement, c'est une action facilitatrice de création. Voilà. Merci beaucoup. Une question qui va s'adresser plus à vous trois, Aline, Noémie et Julius. Justement, en quoi est-ce que c'est un facilitateur et non un empêcheur de tourner en rond? Julius? Alors, moi, je vais vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée en début de carrière. Pour répondre à ta question, je devais travailler sur mettre en scène une scène d'amour entre deux comédiens. Donc la technique est prête, la lumière est faite, le décor est prêt, on amène les comédiens qui viennent d'être maquillés, ils se mettent sous un drap, un peu dénudés, on est prêt pour lancer l'action. Toute l'équipe technique vient derrière le combo. Étrangement, il y avait beaucoup plus de gens à ce moment-là que sur les autres scènes. Et puis, je lance l'action, mais rien ne se passe. L'assistant réal vient me voir discrètement en disant « mais ils ne savent pas quoi faire ». Et je dis « ils font l'amour ». Évidemment, c'était extrêmement peu professionnel de ma part, puisque ça ne veut rien dire, enfin ça veut tout dire et rien dire. En fait, il y a plein de façons de faire l'amour, évidemment. Donc ça a été un premier problème auquel j'ai été confronté et qui m'a permis de prendre conscience que d'abord, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Ce n'est pas comme une scène un peu classique de chant contre chant où ils s'échangent un certain nombre d'informations. C'est quand même singulier comme moment. Et ne serait-ce que pour protéger et les comédiens et me protéger moi, c'est important d'avoir un professionnel attitré pour ça. Moi, j'ai pu travailler avec Netflix qui impose ce poste-là. Donc, j'ai pu voir avant et après, et c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, pour résumer, je dirais que c'est quelqu'un qui, mais j'en parlerai peut-être un peu plus précisément tout à l'heure, mais quelqu'un qui sécurise quand même un plateau et qui permet d'avancer plus sereinement entre les différentes parties. J'ai oublié de dire qu'on est là aussi pour protéger l'équipe. On ne pense jamais à l'équipe, mais voilà. L'équipe est aussi témoin de ces scènes. Il peut y avoir des soucis aussi à ce niveau-là. Donc c'est aussi pour le confort et le bien-être des équipes techniques. Oui, moi je peux témoigner. En ce moment, j'ai un gros tournage où il y a beaucoup de nudité. Moi, en fait, personne ne me l'impose, mais je l'impose. Et c'est pas pour Netflix, c'est pour TF1. Voilà, je trouve que ça, d'emblée, ça enlève les questions. Et je trouve d'expérience, puisqu'on est en train de le vivre, non seulement ça facilite, mais même ça favorise, dans le sens où, heureusement, la majorité des gens sont plus gênés que mal intentionnés. Et du coup, c'est ça qui peut aussi bloquer les choses et enlever de la créativité, enlever du réalisme, etc. Alors que ce dispositif, objectivant les choses, neutralisant les choses, étant vraiment très professionnel, comme on chorégraphierait une cascade, par exemple, ou une scène médicale, ou voilà, permet justement de repousser peut-être certaines limites et de libérer en fait finalement un peu chacun. Et c'est plutôt une bonne chose, y compris au niveau de la créativité et de ce que ça peut apporter dans les films. Merci. Ségolène? Oui, juste pour dire, dans le cadre de nos travaux qu'on a fait avec la branche sur un état des lieux de l'activité de coordination d'intimité que vous pourrez trouver sur notre site internet qui a été publié en décembre 2023, on s'est rendu compte qu'avoir un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité sur un projet, ça répond à 3 enjeux. Évidemment, un enjeu sécuritaire, pour
pouvoir avoir des conditions de travail correctes pour tout le monde, que ce soit les comédiens, l'équipe de réalisation et évidemment l'équipe technique. Des enjeux narratifs, de créativité, vous l'avez dit, c'est-à-dire que si on pense un peu les choses en amont, on peut peut-être aller un peu plus loin sur l'intention dramatique, sur l'intention chorégraphique, sur l'intention artistique. Et troisièmement, c'est vrai que si on prépare en amont, ça va plus vite aussi. Et on atteint plus rapidement ce qu'on souhaite avoir comme intention à la caméra. Donc c'est vraiment ces trois enjeux, c'est ce qu'on a eu comme constat suite à cet état des lieux. C'est amusant parce que dans le métro, je lisais un article du Monde qui vient de sortir sur la réalisatrice de Baby Girl, donc le film avec Nicole Kidman et Harris Dickinson, et qui disait plus les scènes, donc elle a fait appel à une coordinatrice d'intimité, et elle disait plus les scènes de sexe sont chorégraphiées, plus les acteurs se sentent bien. Nicole Kidman ou Harris Dickinson pouvaient bien sûr faire des propositions, et ensuite on tournait. La présence de la coordinatrice d'intimité a été tellement précieuse. On croit à tort que ces professionnels mettent des barrières sur le plateau, mais c'est souvent l'inverse. Oui, c'est ça qui est important de préciser, effectivement. Noémie, quand on s'est entretenu hier, tu me disais que tu prenais conscience de choses qu'on t'avait demandées et de l'aberration de ces choses-là, ce qui m'amène un petit peu sur des actrices qui sont parfois, qui ont du métier, qui ont du mal avec ce métier, justement parce qu'elles ont toléré beaucoup de choses. Comment toi tu te positionnes par rapport à ça ? Moi, je fais partie de la génération d'actrices qui a été assez systématiquement dénudée. Aussi quand narrativement, ça n'avait aucun intérêt. Je l'ai fait. Parfois, ça s'est très bien passé, parfois très mal. Mais c'est vrai que je réalise à quel point on peut être protégé et à quel point je ne l'ai jamais été. Et ce n'est pas uniquement lié au réalisateur ou à la réalisatrice, etc. Mais c'est des choses toutes bêtes. Comment est-ce qu'on peut protéger un corps ? Comment est-ce qu'on peut ne pas être dans des positions terribles ? Enfin, je veux dire, et en fait, il existe des choses depuis très longtemps. Simplement, moi, je n'ai jamais eu affaire à une coordinatrice d'intimité ou coordinateur d'intimité. Mon corps n'a jamais été couvert de quelque chose. C'est toujours moi, ma chair. Et c'est vrai que ce sont des scènes éprouvantes. Et en faisant cette formation, au-delà du champ incroyable d'apprentissage qui me fait dire qu'il faut absolument être certifié pour faire ce métier, je réalise que c'est si simple, en fait. C'est si simple de protéger les acteurs et les actrices. Parce qu'on aime moi j'aime beaucoup les scènes de sexe simulé, les scènes d'amour, c'est plus beau à dire, parce que ça fait partie de la vie. Mais il faut vraiment encadrer ces scènes. Et donc pendant cette formation, parfois je me suis sentie en colère de m'être dit mais à quel point je n'ai jamais été protégée, et je ne suis pas la seule. Hein. On pense que les personnes qui qui s'identifient comme hommes, c'est moins problématique, c'est pas vrai. Ils sont dans une position d'immense vulnérabilité aussi. Voilà, donc ça m'a ouvert un monde, très sincèrement. Ouais. On va vraiment développer plus, on va revenir plutôt à tout ça, mais je voudrais parler de la formation, puisque là, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Tu parles de certification. Aujourd'hui, donc, il n'y a pas encore de certification. En France, il n'y a pas de formation, mais elle doit être mise en place en 2025. Et il y a, le chiffre, il fluctue, donc 2, 3 ou 4, 5 coordinatrices, je crois, ce sont que des femmes, certifiées par les organismes anglais ou américains. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont engagés comme coordinatrices d'intimité et qui ne sont pas certifiés. Voilà. Et je pense que c'est très, très dangereux. Il faut éviter, très sincèrement, pour tout le monde, en fait. Le champ d'acquisition est si large, il touche à tellement de choses que si on n'a pas ce bagage-là, je vois pas. On peut être bienveillant, bien évidemment, mais ça suffira pas. C'est un métier. Point. Donc toi, tu suis une formation qui est validée SAG-AFTRA, labellisée SAG-AFTRA. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la formation qui est en cours ? Vous pouvez nous parler un peu des discussions que vous avez autour de cette formation. Oui, donc on a fait ce constat qu'en France, il n'y avait rien. Les seules certifications formation sont à l'étranger qui requièrent un financement
personnel. Et en France, dans la production, on a quand même des scènes intimes, donc on a besoin de professionnels pour notre production en interne, même si les coordinatrices actuellement travaillent pour des productions nationales ou internationales. Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la CPNEF, qui regroupe les organisations patronales comme l'USPA que Aline représente aujourd'hui, a cette capacité de pouvoir créer des certifications dès lors qu'il y a un besoin. Donc là, le constat, on a bien vu, il n'y a pas. Donc on est en train de créer. Ça prend du temps parce qu'on souhaite vraiment faire les choses de façon correcte, coller vraiment aux besoins du métier, afin de préserver des conditions de travail optimales pour tout le monde, et que les personnes qui soient formées et certifiées par ce futur CQP, coordinatrice d'intimité, puissent être opérationnelles et travailler directement auprès des prods. Merci. Et donc où on est aujourd'hui ? Oui, c'est ça qui m'intéresse. Alors juste aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a publié une deuxième étude qui justifie le fait qu'on va créer une certification. Donc elle est aujourd'hui publiée sur notre site internet. Et on a travaillé à ce qu'on appelle une certification. C'est un peu la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qu'on fait pour dire la personne ou pas a les compétences ? Donc on les liste déjà. Quelles sont les compétences qui doivent être détenues ? Et comment est-ce qu'on les évalue ? Parce qu'à la fin, c'est oui-non, en fait, pour envoyer justement des personnes certifiées et formées. Donc ça, on est en train de le finaliser. Et on va entamer au mois de janvier-février tout ce qui est déroulé pédagogique. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir passer cet examen, et donc potentiellement, évidemment, pour travailler derrière. Et on pense pouvoir ouvrir une première session de formation au mois de mai 2025. Donc la communication sortira, à mon avis, vers le mois de mars 2025. Et ça touche assez peu de personnes pour l'instant. Cette première session sera l'occasion de former 5 personnes. Oui, Aline. Oui, alors je ne sais pas, je ne veux pas troubler le débat, mais en tout cas, pour ce que je connais en fiction, télévision, ça doit pas être, ça doit pas être un motif de se dire c'est pas encore prêt. En fait, quand on a besoin, actuellement, enfin moi j'ai pas eu de mal à trouver quelqu'un de certifié pour gérer mon tournage là. Et, il faut savoir qu'en télévision, il y a pas il y a une obligation, en fait, les diffuseurs pour lesquels on travaille. C'est pas vrai pour les plateformes. Les plateformes sont peut-être un peu plus pushy de ce côté-là, mais en tout cas, sur les chaînes classiques, il y a des interdictions de moins de 16. Il y a quand même une nécessité de s'adresser à un grand public, etc. Et qui fait que, qui font qu'on n'a pas tant de scènes que ça à chorégraphier. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller regarder dans la liste des 3, 4, 5 noms, parce que pour l'instant, déjà, ça fonctionne. C'est mieux quand il y en aura plus. Voilà. Mais enfin, la situation actuelle n'est pas du tout calamiteuse. Et justement, Aline, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'USPA ? Alors oui, on en parle depuis tout à l'heure, mais ça reste quelque chose de... Oui. Alors, son implication. L'USPA, il y a une équipe permanente, et puis elle est surtout faite de tous ses membres qui sont très nombreux. C'est le syndicat majoritaire de producteurs en France, et on est tous très très pushy sur ces questions-là. Donc effectivement, on se rapproche des différents organismes, et on est aussi en lien avec le CNC qui étudie actuellement la possibilité, et puis ça va être fait en fait, de conditionner les aides au fait qu'on garantisse qu'on pratique et qu'on embauche des coordinateurs d'intimité sur nos tournages. Voilà, c'est toutes ces questions éthiques. On suit un peu ce qui est fait aussi sur l'écologie, etc. Donc voilà, le CNC, dans ces discussions avec l'USPA et avec les différentes instances, et donc met ça en place, et nous on est évidemment pour, et on se réunit beaucoup, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une commission par mois plus un conseil syndical, et il n'y a pas une commission où il n'y a pas vraiment un bon moment qui est donné à ce sujet-là. C'est vraiment le sujet du moment. Est-ce que tu as déjà, toi, rencontré des résistances en tant que productrice lorsque tu voulais avoir une coordinatrice d'intimité ou... Non, de résistance, non. Bon, alors après, j'ai mon libre arbitre. Si j'estime que c'est important
Voilà, là, en l'occurrence, Montmartre, donc la série dont je vous parlais, c'est une série en 1900 sur les cabarets. Voilà, bon, on va pas discuter, on le fait. Après, j'ai une autre série que vous connaissez peut-être qui s'appelle Sam, où on tourne depuis plusieurs saisons avec le même réalisateur, la même actrice, ils se connaissent très bien. Je l'ai proposé, voilà, Hélène l'a pas souhaité, pas le forcer, c'est suffisamment cadré, et puis encore une fois, c'est pour les enfants, enfin voilà, c'est très peu de choses, donc voilà, mais il n'y avait pas non plus de résistance, c'était plus, non, ça ira plus vite, ce sera mieux si c'est nous. Voilà, mais globalement, moi j'ai décidé de systématiser, voilà, même si c'est pas certains cas où ça roule très bien, etc. Je trouve que le fait qu'il y ait une personne, ça objectivise la vision du réalisateur. Voilà, c'est-à-dire que je trouve que ce qui est délicat, c'est le regard. Et c'est pas pareil quand on est seul que quand il y a une autre personne. Donc je trouve ça très sain, mais je dirais que ça pourrait s'étendre à beaucoup de choses dans la vie. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Oui, ben voilà. Non, pas de résistance. Non, mais vraiment. Enfin, moi, je suis pas pessimiste. Je suis très optimiste. Je trouve qu'il y a beaucoup de dès qu'on propose des choses, les gens. Le problème, c'est culturel en fait, mais même des femmes, hein, très étonnantes. Oui. Ils me disent qu'est-ce que tu vas faire? Là, j'ai été interviewée au Parlement dans le cadre de la commission d'enquête. Mais qu'est-ce que tu vas des histoires de mains au cul? On entend des trucs très très bizarres, mais après, il suffit d'expliquer, il suffit de faire ce qu'on fait là, et puis évidemment, la majorité des gens en voient la nécessité, et c'est ça qui est plutôt rassurant. J'aime bien cet optimisme. Julius, est-ce que tu peux nous parler plus en profondeur, justement, toi, de ton travail, quand tu travailles avec une coordinatrice? Alors, je dis coordinatrice parce que pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas d'homme, mais je promets que je dirai coordinateur après. Comment ça se passe, en fait? Alors, je vais prendre l'exemple d'Anthracite. J'avais réalisé la série Anthracite pour Netflix, où on était un peu dans le grand chelem en termes de scènes de sexe simulé, puisqu'il y avait une scène de sexe simulé entre un homme et une femme, entre deux hommes, une scène de fellation simulée, une scène de masturbation réciproque, une scène d'orgie sexuelle et une scène d'accouchement et une scène de viol, j'en ai parlé, non. Donc une femme qui viole un homme attaché. Bon, autant dire que le challenge était quand même assez élevé. L'ambition de la série, c'était pas de choquer pour choquer, mais d'avoir des scènes parfois un peu crues. Beaucoup de choses, évidemment, tout était simulé. Mais il y a par exemple la scène de l'accouchement. Pour une question artistique, il me semblait intéressant de filmer ça de manière assez crue, c'est-à-dire de voir le bébé qui sort du vagin. Alors forcément, ça pose quelques questions. L'intérêt, moi j'ai pu travailler donc avec une coordinatrice d'intimité là-dessus, donc qui était encore une fois imposée par Netflix. Le gros intérêt, c'est d'abord... elle pose un cadre sécurisé et puis elle permet d'optimiser le processus créatif, c'est-à-dire qu'on parle sans tabou, sans censure de ce que j'aimerais mettre à l'image. Donc si j'ai envie de dire, voilà, un bébé sort du vagin, il ne faut pas que ce soit un problème, en tout cas avec la coordinatrice d'intimité. On voit ce qui est possible, donc ça a été vraiment par étapes, c'est-à-dire qu'elle lit le scénario, enfin les 6 épisodes en l'occurrence, on s'appelle ou on se voit. Moi, je lui parle de mes intentions. Alors, il faut que ça soit assez précis quand même. C'est-à-dire le degré de nudité, l'intensité de la scène, les actions, le découpage. Moi, j'ai pas de problème pour découper les scènes. Je le fais systématiquement pour des scènes compliquées. Ça fait partie des scènes pour moi compliquées, les scènes de sexe simulé. Donc, c'est storyboardé par moi ou par un storyboarder. Ça permet de discuter avec la coordinatrice, mais aussi avec toute l'équipe technique et avec les comédiens. Donc on se parle de ça. Le découpage, c'est quoi? C'est les valeurs de plan, c'est la durée des plans, c'est les mouvements de caméra, c'est toute la scénographie. Donc l'idée, c'est d'être vraiment le plus exhaustif possible pour qu'il n'y ait absolument aucune zone d'ombre, pas de tabou, qu'on se dise clairement les choses, on pose tout sur la table. Moi, tout seul, avec la coordinatrice d'intimité. Après, la coordinatrice d'intimité appelle individuellement chacun ou chacune des comédiennes qui est intéressée par... qui est concernée, merci. Elle parle donc de mes intentions si ça lui va,
si ça leur va. Donc c'est des entretiens individuels pour qu'ils ne soient pas parasités par une peur de dire non ou quoi que ce soit. Non, on se dit clairement les choses. Une fois qu'ils se sont dit les choses, elle revient vers moi s'il y a des sujets, s'il y a des choses qu'il faudrait réadapter parce que ça ne convient pas forcément à un comédien ou une comédienne. On finit par se mettre d'accord. Ensuite, on se met tous ensemble autour d'une table et on reparle de cette séquence ensemble. C'est-à-dire que autant un comédien a pu donner son accord individuellement, en privé à la coordinatrice d'intimité, mais ce n'est pas exactement la même chose que de le dire aussi en face de la comédienne ou du comédien concerné. Oui, je suis d'accord, on va faire comme ça, et avec moi. Et après, sur le tournage, juste avant la scène, on se redit un peu les choses pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait rien qui ait évolué ou qui ait changé. Ça peut être le cas même pour des questions techniques. Un décor a changé. Donc forcément, ça oblige à repenser un peu la mise en scène. C'est plus exactement les mêmes mouvements de caméra. On doit remettre les choses à plat. Et c'est très sain. Et puis, voilà, c'est vraiment des étapes successives qui sont très officielles. Et ça permet d'avancer en toute transparence. Donc c'est Camus qui disait « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Ça participe un peu à ça, c'est-à-dire plus on dit quand même les choses de manière précise, en toute transparence, plus on est quand même assez libre d'avancer. Moi, ça s'est passé de cette manière-là. Ça a eu plein d'avantages, puisque j'ai eu l'expérience aussi sans. D'abord, on va plus en profondeur dans la préparation de la scène. Donc pour moi, on va plus loin, artistiquement. On gagne du temps sur le tournage parce qu'on a déjà répété, même ne serait-ce que verbalement, on s'est dit les choses, donc on sait comment on doit engager la mise en scène, le déroulé de la scène. Mais aussi, c'est une expertise technique parce que la coordinatrice d'intimité peut venir avec des idées de prothèses. Moi, je n'ai pas forcément connaissance de tout ce qui peut exister ou d'une façon de chorégraphier. Ça peut amener un autre point de vue. Moi, j'ai toujours considéré, et ça a été le cas, la coordinatrice comme une personne complètement neutre qui est là pour aider chacune des parties. C'est pas un juge qui vient dire ça, on va pas le faire, ça. Mais c'est toujours essayer de trouver une solution, pourquoi et comment. Et puis, moi, ça m'a complètement libéré en tant que réalisateur, parce que tout d'un coup, c'est beaucoup plus léger. On n'est pas là à se poser des questions minces, comment je vais lui dire, et puis entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, puisque comment l'autre le reçoit, il y a toujours un décalage. Et puis surtout, un tournage, c'est quand même un environnement assez singulier. On est dans la fatigue, dans le stress, il y a des égos souvent compliqués. On n'a pas le temps, parce qu'on doit tourner, en particulier sur une série, on doit tourner l'équivalent de 5 minutes utiles par jour, c'est-à-dire 5 minutes qui seront montées dans la série. On a une obligation de résultat, les producteurs le savent bien. Les heures sup, on nous tape sur les doigts. Donc il y a tout ça qui fait qu'on n'est pas complètement nous-mêmes, on n'est pas complètement serein. Donc il y a une tension qui est souvent forte sur un tournage, beaucoup plus que là, une table ronde ou au téléphone, quand on se dit un peu les choses. Donc voilà, plus on pose les choses à plat sur la table, plus en fait le tournage est serein et en fait il n'y a pas de sujet, quoi. Alors qu'on a pu aller assez loin, des scènes encore une fois quand même compliquées sur le papier. Ça s'est déroulé de manière très souple. Et pardon, j'enchaîne sur un dernier détail. Par exemple, on peut se dire des choses, se mettre d'accord en amont sur une façon de chorégraphier, une façon d'avancer. Mais après plusieurs semaines de tournage, entre acides, c'est 73 jours de tournage. Autant dire que les comédiens avant le tournage et les comédiens pendant le tournage ne sont pas tout à fait dans les mêmes façons d'avancer ou les mêmes envies. C'est-à-dire que sur un autre projet, on s'était mis d'accord en amont sur comment avancer entre le comédien et la comédienne. Mais après 50 jours de tournage, la comédienne ne voulait plus être embrassée avec la langue pour un baiser langoureux qu'on avait, pour lequel on s'était mis d'accord, parce que ça se passait mal, ça arrive souvent. Et donc, la coordinatrice d'intimité permet de dire, bon, ok, on a ce problème-là, comment on rebondit, et que ça soit très serein, parce que ça se fait d'abord individuellement, ensuite elle m'en parle, et ensuite on s'en parle à trois, etc. Bon, voilà comment
comment ça s'est passé. Merci beaucoup. Alors c'est très très drôle ce que tu dis sur le baiser avec la langue ou pas. Ça a été des discussions entre nous au sein de la AFA Soutien. Comment toi tu te positionnes là-dessus, Noémie? Au baiser. Non, pas au baiser. Non, on va pas refaire la discussion. Non, ceci dit, alors je vais aller un peu plus loin. En fait, ce qui était très amusant justement, c'était qu'on se rendait compte que on est tous et toutes assez concernés par le sujet et que en fait, on n'était pas du tout d'accord. Ouais. Et donc déjà, il y avait un truc, c'est qu'on ressentait pas les choses de la même façon, d'où l'importance de quelqu'un qui va aider à faire en sorte que ça se passe bien. Oui, moi par exemple, je trouve que le baiser avec la langue est beaucoup plus facile que sans. Je trouve ça très difficile. Et on se rend compte qu'en fait, quand on l'accepte entre acteurs et avec la réalisation, on ne l'utilise pas trop. Mais ça libère, donc effectivement. Mais ta question, c'était quoi? Non, ma question, c'était pas du tout ça. Pardon, je rebondissais là-dessus, mais c'était pas ça. Ma question, c'était... on avait donc déjà discuté de ce sujet. Comment... Parce que là, on est tous très positifs et c'est formidable. J'adore vous entendre. Mais ça n'est pas la réalité intégrale du métier, il y a des résistances. Parfois, c'est compliqué d'arriver en tant que coordinatrice d'intimité sur un tournage. Les résistances viennent des acteurs, du réalisateur ou de la réalisatrice. Donc, est-ce que ça, vous êtes formé à ça, vous, ou pas du tout? Oui, on est formé à énormément de choses qui va aussi dans la communication non violente, l'écoute active. Enfin, oui, on apprend à gérer les conflits, à repérer les traumatismes, les changements de consentement. Le consentement a 5 piliers et il peut être réversible. Donc évidemment, tout ça, on est formé à ça. On est formé vraiment aussi à la communication, à la gestion des conflits. Oui, c'est extrêmement large. Les plans, les prothèses, tout ce qui peut, ce qu'on appelle les modesty garments, c'est-à-dire tout ce qui peut couvrir la nudité. Les termes de nudité, quand on enlève un maillot de bain, c'est ce qu'on voit. Donc c'est la poitrine, c'est les parties génitales et ce sont les fesses. Le dos n'est pas considéré comme de la nudité. Et chez les personnes qui s'identifient comme des hommes, la poitrine n'est pas non plus. Donc on apprend absolument tout. On apprend les techniques par rapport à la caméra, comment masquer, comment on fait des miracles avec une balle de Pilate. Vous ne le croirez pas, mais on fait des choses magnifiques avec une petite balle de Pilate. Oui, qu'on met entre les comédiens, mais pas très gonflée. Enfin oui, c'est c'est 6 mois de formation, quoi. Mais oui, on apprend à repérer aussi les changements de consentement chez quelqu'un. Consentement implicite, explicite. Et je voulais poser une question. Est-ce que toutes ces choses, elles sont ensuite contractualisées chez Netflix? Est-ce que c'est posé sur le papier? Il y a des échanges par mail qui sont retranscrits par la coordinatrice d'intimité, en tout cas c'est mon expérience. Un mail en amont qui nous présente toutes les étapes qui vont avoir lieu pour que les choses se passent bien. Et puis une fois qu'on s'est mis d'accord, elle renvoie un mail récapitulatif, donc ça fait office de contrat entre les parties, quoi. Parce qu'à la SAG-AFTRA, c'est très, très, très... il y a tout un protocole à suivre et tout est écrit. Oui, c'est ce que ouais, tu me disais. ouais. Mais alors, du coup, question, est-ce qu'on peut, puisque c'est ce que tu disais tout à l'heure, on peut tout d'un coup, on a l'impression qu'on va pouvoir faire quelque chose et puis on se rend compte que finalement, ça va être très compliqué. Si on signe tout, si en tant que comédien, là, pour le coup, tu signes que tu es d'accord, tu as signé que tu étais d'accord, comment ça se passe? Le consentement est réversible, donc il faut trouver une solution. La doublure en fait partie. Si le comédien a signé, le producteur a le droit d'utiliser une doublure dans le même cadre. Voilà. Mais évidemment, c'est ce qu'on n'espère pas. C'est pas une signature chez le notaire non plus. C'est-à-dire que personne n'a signé avec sa main, c'est juste un mail récapitulatif. Et évidemment, c'est très important que ce soit réversible parce qu'on n'est pas des machines. Les choses bougent, tant pour le réal que pour les comédiens, pour différentes raisons. Donc c'est important que ça puisse bouger. Oui, nous, on a aussi ce type de protocole qui doit être identique. Et donc, ma coordinatrice d'intimité me l'a récemment montré. Effectivement, ça stipule chaque entretien qui a eu lieu avec chaque acteur concerné, puis comment ça a été transmis au réalisateur, etc. Et donc, c'est à un temps donné. Donc, effectivement, il n'y a pas de signature figée. Et je dirais, puisque derrière, c'est quand même, on parle de tous ces sujets-là, c'est la libération de la parole. Ça facilite ça aussi parce que une comédienne ne va pas forcément oser aller voir un réalisateur et lui dire tu sais, là, moi j'ai une cicatrice là, je voudrais pas qu'on la voie, ou j'aime pas mes jambes, ou voilà.
parce que elle a peur d'être prise pour une capricieuse, une chieuse, ce qu'on veut. Alors que là, du coup, les choses peuvent se dire dans ce cadre-là, en fait, beaucoup plus simplement. Donc après, tout est facilité. Merci, mais c'est important de le préciser, que c'est pas figé et que ça peut plus bouger. Ségolène, comment est-ce que, alors, puisque la formation, donc les Américains ont été assez précurseurs, comment est-ce que vous, enfin, qu'est-ce que vous avez pris de leur formation? Beaucoup. Tout, voilà. Donc c'est un copier-coller. Non, beaucoup. Mais oui, alors en fait, on part du métier. En fait, donc on a été interroger les coordinatrices d'intimité qui travaillent actuellement sur des productions soit françaises, soit étrangères. On a été aussi interroger ceux qui travaillent, qui ont travaillé avec elles. Donc Julius en a fait partie. Et on a identifier quelles sont toutes les compétences nécessaires pour l'exercice du métier, pour pouvoir lister qu'est-ce qui se passe en amont, ces recueils des consentements, comment ça se traduit. Faut être en capacité de pouvoir, avec le réalisateur, poser des questions pour traduire son intention artistique, peut-être, pour vraiment ne laisser aucune zone d'ombre, comme tu le disais. Donc on a travaillé selon ce modèle-là, d'aller interroger les praticiens, ceux qui le font, ceux qui travaillent avec les coordinatrices d'intimité. Et puis on tire le fil. Là, sur la formation, on se peut poser aussi la question de quels sont les prérequis. On a besoin de quel profil pour l'entrée en formation. Et là, on s'est rendu compte que c'est un métier qui est encore à construire dans les imaginaires, dans les pratiques. C'est pas encore un réflexe, mais ça va le devenir. Autant que quand on lit un scénario, on voit qu'il y a une scène de cascade, hop, en face, on met régleur de cascade. Là, le réflexe qui va venir, et je pense que ça va venir quand même très rapidement, c'est il y a une scène intime, là, j'aurais besoin d'un coordinateur, d'une coordinatrice d'intimité. Vous demandez aux acteurs aussi? Vous avez des acteurs qui... Oui, tout à fait. Et sur le prérequis, on s'est dit qu'on avait besoin de personnes qui déjà maîtrisaient tout le vocabulaire professionnel et avaient déjà une expérience assez éprouvée des plateaux de tournage. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne l'espère pas, mais il va y avoir des situations qui vont être un peu conflictuelles, un peu tendues, un peu difficiles. Donc il faut quand même qu'on ait aussi une personne qui soit suffisamment bien dans sa posture pour pouvoir interagir avec un réalisateur, avec des comédiens, avec tous les autres en fait. Il est vraiment coordinateur. Et donc sur le prérequis, on est finalement allé sur des personnes qui avaient déjà une expérience de plateau, cinéma, audiovisuel, donc assez aguerries, donc plutôt de 5 ans. Pour que toute cette partie-là ne soit pas à voir en formation. Et une formation, une certification, ça va vivre. Donc on peut imaginer que dans 5 ans, il n'y aura plus besoin d'affirmer ce poste, le fait de lui donner toute sa place et toute son autonomie au sein d'un plateau. Donc peut-être que là, par contre, on pourra aller chercher des profils un peu différents, des plus jeunes, etc. Tu me disais que vous aviez reçu 200... candidature, c'est ça? Oui, alors on a, nous sommes certificateurs, la CPNEF de l'audiovisuel, et on s'est associé avec un organisme de formation qui s'appelle la CST et qui a ouvert une page sur son site internet pour pouvoir répondre à des demandes d'information. Donc pour l'instant, on a reçu 200 demandes d'information qui ont été relayées, mais on a eu les mêmes chez nous, le CNC nous les renvoie aussi, parce que les gens cherchent de l'information. Alors parmi ces 200, il n'y a peut-être pas 200 postulants, mais c'est un métier qui intéresse. Est-ce que vous avez déjà déterminé donc, quelles étaient les professions justement qui s'intéressaient à ce métier? Est-ce que ce sont essentiellement des comédiens? Est-ce que vous avez un petit peu une vision de qui s'intéresse à ce métier aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a beaucoup de comédiens, comédiennes, des assistants réalisateurs, assistantes réalisatrices, mais après un petit peu tous les corps de métier. Et après, il y a une grande partie aussi de personnes qui sont hors secteur, qui s'y intéressent, et qui peuvent qui peuvent être un atout pour notre secteur, mais pas aujourd'hui. Tout ce qui est tous les psychologues, etc. Mais aujourd'hui, on a souhaité sur cette certification, c'est un peu des leviers des facteurs de réussite qu'on a un peu identifiés. Là, on a les 5 premiers qui vont être formés, certifiés. Donc, autant les prendre dans des gens qui connaissent déjà le vocabulaire professionnel, qui savent comment ça se passe sur un plateau, quelles sont un peu les relations. Ça nous facilite aussi sur l'acquisition des choses, parce que, comme le disait Noémie, il y a énormément de choses à apprendre, à acquérir pour pouvoir être coordinateur d'intimité.
Et toi, Noémie, dans les gens avec qui tu fais la formation, quel est le profil? J'y réfléchissais. D'abord, on était 30, il y avait 3 hommes qui s'identifient comme hommes. Nous étions que des femmes sinon. Pas d'hommes hétérosexuels, c'est intéressant aussi. Une bonne moitié de comédiens et comédiennes, des psys et des techniciens aussi, dans les costumes notamment. Mais pas mal de gens de psychologie, psychologues, et une bonne moitié de comédiens, si c'est pas plus, comédiens, comédiennes. Et pour toi, quel est l'apport justement d'être comédien? Enfin, en quoi c'est un apport? C'est un apport énorme parce qu'on connaît la position de vulnérabilité de l'acteur et l'actrice sur un plateau. C'est intéressant ce mot vulnérabilité parce que c'est ce que les réalisateurs et les réalisatrices veulent dans leur cadre. Nous acceptons évidemment de montrer notre vulnérabilité, c'est notre métier, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être protégé. Et il y a 2 situations où nos corps sont en danger, comme nos psychés, c'est les scènes de violence et de nudité. Donc voilà, je me suis perdue, je sais plus. C'était en quoi est-ce que les actrices et les acteurs sont bons pour ce métier? Mais parce qu'on connaît cette position de vulnérabilité. Moi qui enseigne depuis longtemps, j'ai mis au point une espèce de petite méthode parce que je pense qu'il y a quand même des choses qu'on peut savoir, qu'on peut enseigner à de futurs réalisateurs, réalisatrices. Des choses toutes bêtes. On enlève les vêtements après le clap. Un peignoir pour chaque acteur, chaque actrice. Enfin, il y a des choses vraiment de base qu'on pouvait déjà enseigner. Je pense que c'est un grand apport. On a la sensibilité aussi du jeu. Enfin, je pense qu'on est particulièrement bien placé. Et il y a une envie de protection. Et c'était la chose qui était très belle dans ces 30 personnes, c'est qu'il y avait 30 personnes qui avaient envie de protéger les actrices et les acteurs. Et ça, c'était très touchant, franchement. Juste d'être là pour protéger. Voilà. Une question, Noémie. Pourquoi tu parles? Moi, j'ai pas eu cette expérience. Un clap pour la comédienne, un clap pour le comédien. Est-ce que tu peux parler de ça? J'ai pas eu cette expérience non plus. Ah non, j'ai mal compris alors. Non, c'est que en fait, moteur, tournée, clap, et ensuite on enlève les peignoirs. Et souvent, c'est on enlève les peignoirs, moteur, c'est ça. Donc la règle, ça serait mieux de l'enlever après le clap, c'est tout. Voilà. Mais bon. Caroline, est-ce que vous avez, vous, des retours, justement? Est-ce que ce métier rassure? Est-ce que vous avez ce genre de retour ou pas du tout? Alors, nous, la cellule d'écoute, non, on n'interroge pas. D'abord, on écoute. Et pour l'instant, moi, j'ai pas... Alors, dans les facteurs qualitatifs, oui, parfois, les personnes peuvent dire on aurait aimé qu'il y ait un coordinateur d'intimité, mais pour l'instant, c'est pas... le métier est trop balbutiant pour qu'on l'ait vraiment dans les statistiques. Donc, cette cellule, en effet, je ne sais pas si vous la connaissez tous, mais... c'est la cellule dite audience, mais cette cellule, elle a été créée à l'initiative des partenaires sociaux et elle est financée par le ministère de la Culture essentiellement, mais aussi par la FESAC et par plusieurs partenaires. Et elle s'est ouverte progressivement à tous les secteurs de la culture. Au départ, elle concernait vraiment le cinéma, l'audiovisuel et la musique, donc le champ de la FESAC. Et puis ensuite, elle s'est ouverte au secteur du jeu vidéo, de l'édition, des arts visuels. Et là, la ministre de la Culture a annoncé qu'elle s'ouvrait au secteur de la presse. Donc on est en train de travailler avec les syndicats de la presse parce que c'était quand même un comble. Les journalistes de la presse écrite n'étaient pas couverts. Parce que c'est bien connu, il ne se passe rien dans la presse. Non, mais vraiment. Donc voilà. Elle s'est ouverte aussi aux artistes-auteurs. Et donc c'est une cellule psychologique et juridique. Je rappelle son numéro, c'est le 01 87 20 30 90. C'est une cellule qui est anonyme, qui est gratuite et qui concerne les victimes, les témoins, mais aussi les référents. Et donc aussi finalement, les coordinateurs d'intimité. Je pense que aussi on peut avoir besoin sur un tournage, parfois, en tant que coordinateur d'intimité, comme en tant que victime, en tant que témoin, mais aussi en tant que personne en charge de ces sujets de scènes de sexe, de pouvoir se confier, de scènes de sexe simulées, de pouvoir se confier. D'abord, c'est une assistante sociale qui répond, et ensuite, elle redirige vers un psychologue et ou un avocat. Mais dans ces cas-là, ça peut être intéressant de pouvoir se confier à un psychologue et expliquer des situations, et pouvoir se confier aussi à un œil extérieur et dans un anonymat total. Parce que c'est vrai que parfois, on est en vase clos sur un plateau, sur un tournage, et on peut avoir besoin
de parler à quelqu'un d'extérieur. Et l'idée de la cellule d'écoute, c'est aussi de faire de la prévention et de pouvoir appeler dans des situations d'emprise. Donc il peut arriver sur un tournage, au fur et à mesure, de sentir que la situation dégénère, et on peut appeler tout de suite la cellule déjà quand on sent que voilà, on est en situation, que la situation commence, mais qu'elle ne s'est pas encore, qu'il n'y a pas encore eu d'agression ou de situation. Pas développé. Voilà. On est censé en référer à la production, non à l'employeur, ça, le droit du travail. Aline. Donc nous, oui, la cellule, on travaille bien sûr, enfin on relaye en tout cas ce numéro, son existence, etc. Dans tous les contrats qu'on a avec chaque technicien, chaque comédien, on a une clause qui explique tout notre dispositif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Donc ça commence par la présence d'un coordinateur d'intimité, mais nous avons aussi un référent contre les violences sexuelles et sexistes par tournage. On en a même plusieurs chez moi. Et je pense que maintenant, ça se généralise. Ça, c'est ce qu'on fait à l'USPA aussi, de s'en parler. C'est-à-dire quelqu'un au siège, quelqu'un sur le tournage et quelqu'un dans l'équipe d'écho. Si possible, quelqu'un qui n'ait pas de lien hiérarchique supérieur pour vraiment libérer la parole. Et donc, c'est un premier relais sur place qui ensuite peut aiguiller vers les différents partenaires dont vous. Oui, ça dépend des cas. Parfois, on a besoin de parler à quelqu'un de vraiment extérieur, et parfois, c'est mieux de se confier à quelqu'un de proche. C'est bien d'avoir les deux. C'est bien d'avoir les deux. Je rajoute une précision, par exemple. C'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience, nous, en tant que réalisateurs, on est là sur un projet pour parfois 9 mois. La série Netflix, c'est 9 mois de travail. Mais donc on travaille pendant 9 mois avec globalement la même équipe technique, chef-op, déco, etc. Production, mais souvent on travaille avec un comédien, vient pour 2-3 jours. Et ce qui nous paraît facile à nous, c'est facile de se dire les choses entre nous parce qu'on se connaît déjà depuis plusieurs mois. Mais un ou une comédienne qui arrive, c'est son premier jour au bout de 50 jours de tournage pour nous. Dire les choses, c'est pas forcément si facile. Donc d'avoir une personne extérieure, moi je pense que c'est même plus simple quand c'est une coordinatrice d'intimité, plus qu'un producteur, une productrice ou un réalisateur. C'est pas exactement le même rapport, c'est quand même des employeurs, où c'est quelqu'un qui demande quelque chose de la part du comédien. Donc ça facilite aussi ça quand même. Oui, alors justement, une petite question. Netflix impose. Aux États-Unis, c'est obligatoire aussi. En France, on en est. Comment ça se passe? Quelle est la loi, en fait, la législation? Elle est en chantier. Donc c'est tout l'objet des discussions actuelles. Et donc on s'oriente vers l'obligation de proposer. D'accord. Et alors sur le cinéma, dans la production cinéma, il y a eu un avenant qui a été signé au Festival de Cannes donc en mai dernier, qui stipule qu'en effet, il est obligatoire de proposer, et dès lors qu'on embauche une coordinatrice d'intimité, il faut qu'elle soit certifiée, soit reconnue par la certification SAG-AFTRA, soit par la future certification de la CPNEF de l'audiovisuel. Et donc est à l'étude de transposer ces obligations qui sont pour un film cinéma à tout ce qui est film audiovisuel pour la télévision ou les plateformes. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on ouvre les questions à la salle. La salle. Vous avez des questions? On attend vos questions. J'ai une question concernant le métier. Est-ce que vous arrivez à trouver assez de... Alors, comment formuler cette question? Est-ce que vous arrivez à avoir assez de boulot dans... Je n'ai pas commencé, j'attends ma certification. D'accord. Je ne travaillerai pas sans ma certification. Je pourrais vous répondre dans 2 ou 3 mois. Et j'ai cru comprendre du coup que vous avez ouvert un truc pour être certifié, et vous êtes passé par un autre organisme. Oui, moi j'ai suivi le chemin que celles qui sont certifiées aujourd'hui en France, en Belgique, etc. ont suivi, c'est-à-dire des formations autofinancées. Donc que nous finançons nous avec des organismes anglais, américains, voilà. Donc pas en France? Non, pas en France, ça n'existe pas encore. Ouais. Et en France, l'enjeu de la certification qu'on porte, c'est qu'elle sera évidemment, elle rentre dans le cadre de la formation professionnelle continue, donc donc elle sera finançable totalement par l'AFDAS, qui est l'organisme financeur de la formation continue en France. Et donc ça veut dire aussi qu'on aura des profils divers, parce qu'aujourd'hui, il faut payer sa formation. Enfin, on en avait parlé avec Noémie, Oui. c'est un investissement. C'est un choix, c'est un vrai choix.
Oui, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, Cédric Pellissier, donc, qui représente l'AFDAS, aurait dû être avec nous, mais il a eu des soucis de train. Et en fait, il était justement là aussi pour nous parler du financement. Combien ça coûte une formation autofinancée, justement? Plusieurs milliers. Ouais, il faut regarder chez les Américains. Hein, c'est 7 000 euros. Voilà. On casse son assurance vie ou un truc comme ça. Mais voilà, pour moi, c'était une telle évidence, vu ma position aussi face au mouvement MeToo, etc. C'était juste une évidence. J'ai juste profondément envie de le faire. Donc voilà, je me suis offert ça. On va respecter les gens qui ont des micros. Hein, Matteo Capelli? C'était ma question aussi, en fait. Quel sera ou quel est déjà le statut de ce... Est-ce qu'on est classifié technicien intermittent du spectacle? De ce que je sais, oui, absolument. Alors, juste petite précision, aujourd'hui, c'est quand même un métier de conseil, donc il y a différentes possibilités pour l'embaucher, mais le métier de coordinatrice d'intimité, coordinateur, n'existe pas dans les grilles de classification des conventions collectives, mais c'est une discussion qui est engagée, et je crois notamment cet après-midi. Après, ça prend un petit peu de temps pour se faire, c'est normal, mais ça va se faire. Donc ça va être un métier bien identifié dans les grilles de classification et qui ouvrira au régime de l'intermittence. Si c'était... Bonjour. Moi, je voulais savoir, parce que il y a pas mal de choses qui sont mises en place du coup sur les plateaux de cinéma, et je voulais savoir s'il y avait des choses qui étaient mises en place aussi dans les écoles, parce que de mon expérience personnelle et aussi de copains, dans nos formations théâtrales ou autres, il n'y a vraiment rien qui n'a été abordé. Et donc après, on se retrouve un peu comme ça sur les plateaux, même au théâtre, à avoir des scènes où en fait on n'a jamais vraiment abordé la question du toucher, du consentement en fait dans une scène, quoi. Et ben c'est un peu le prochain chantier, parce que évidemment si les acteurs, les actrices dès l'école sont sensibilisés à ce métier, déjà ça leur permettra de pouvoir se projeter, se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi comme projet. Mais ça, c'est un chantier à venir dont il faut qu'on s'empare. Mais Ségolène, tu me disais que dans la formation, vous prévoyez des stages, que ces stages vont se faire... Je te laisse répondre, c'est toi qui me l'as dit. Hein. On prévoit, comme cette certification, l'enjeu c'est qu'à la fin, ça devienne un peu un signal. Un producteur voit qu'une personne est certifiée, se dit cette personne, elle est opérationnelle, je peux l'embaucher, etc. Elle fera le boulot. Et pour la personne certifiée, ce sera la même chose, de se sentir légitime à faire ce métier. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait juste une formation théorique. Il faut de la mise en pratique. Donc on est en train de réfléchir à comment le faire, mais il y a deux pistes. Il y en a une qui est de faire travailler sur des plateaux un peu reconstitués avec des écoles d'acting et ou avec des écoles de réalisation de cinéma, de se dire là, comment est-ce qu'on pourrait faire un film de fin d'études avec un film comportant une scène de sexe simulé et faire venir nos apprenants sur ces plateaux-là. Évidemment sous la supervision de tout le monde pour que ce ne soit pas justement un endroit de vulnérabilité. Et le deuxième axe, c'est de se dire, à un certain moment de la formation, de pouvoir potentiellement être accueilli en stage au sein de productions. Bon, là, on est en train d'en discuter, voir comment ça pourrait être faisable, parce que c'est des scènes très délicates, donc ça veut dire rajouter une personne, qu'est-ce que ça signifie, à quel moment, etc. Donc voilà, c'est tout en questionnement. Comme vous pouvez le constater, on veut faire les choses de façon le mieux possible, en respectant les uns et les autres et en ayant cet objectif d'exigence à la fin. Mais en fait, justement, le fait de travailler avec des écoles comme la FEMIS et de concerner donc des jeunes, des futurs réalisateurs, producteurs, du coup, ça répond peut-être aussi un peu pas exactement à ta question, mais... Après, ma question, c'était aussi dans les écoles de formation théâtrale. Moi, je suis comédienne. Et donc, du coup, comment on aborde ça dans l'enseignement en fait, du théâtre aux élèves, quoi. C'est pas que côté technicien et réalisateur, c'est aussi dans les formations des futurs acteurs, quoi.
On crée un module. Moi, j'ai créé un module. Je passe un cours à expliquer tout ça en détail et à parler du consentement aux futurs. Enfin, je le fais à des réalisateurs, futurs réalisateurs et réalisatrices et acteurs et actrices. Aujourd'hui, en tout cas, dans les écoles privées, c'est l'enseignant qui décide. Dans les écoles publiques, est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place? Je ne sais pas. Alors nous, à la AFA, et je vais passer la parole plus précisément, justement, on a à AFA Émergence une commission qui s'occupe de tout ça et je passe la parole. Bonjour, alors c'était pas prévu que je parle, mais ça tombe bien, je suis là. Je suis Gisèle, je suis la co-référente de la commission AFA Émergence. Et donc, nous, on s'intéresse particulièrement aux écoles de théâtre et aux comédiens, futurs comédiens professionnels. On va dans les écoles pour parler du métier et on aborde aussi cet aspect VHSS, violence et harcèlement sexiste et sexuel. Alors, on cite évidemment la ligne audience qui est importante. On l'aborde et c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes de comédiens qui ont ce besoin. Et on est en train justement de discuter avec une association qui s'appelle Derrière le rideau, avec Mélodie Molinaro, pour essayer de réfléchir aussi à quel type d'intervention on pourrait faire pour aborder ces sujets qui sont très actuels. Donc tout ça est en train de se faire aussi dans les écoles et je pense que ce serait intéressant aussi qu'on discute ensemble pour voir comment créer le lien avec tout ça. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Ok, super. Juste à préciser, nos travaux, évidemment, ils sont faits en toute connaissance de la part du ministère de la Culture et du CNC, donc pour les écoles qui dépendent du ministère de la Culture, type conservatoire. Voilà, enfin, il y a ça va se faire, mais c'est vrai qu'autant mettre en valeur les initiatives qui sont déjà à l'œuvre, donc bien volontiers pour en discuter. Je me permets de répondre à ça aussi, excusez-moi. Moi, je suis agent artistique et juste avant les vacances, on a reçu un mail du SFAL qui nous expliquait que tous les tournages dorénavant, il y aurait une formation pour tous les participants d'un tournage, que ce soit les comédiens, que ce soit les techniciens. Et donc maintenant, quand vous participerez à un tournage, vous serez obligatoirement formé sur les VHSS. Voilà. Une formation en ligne de 2 heures. Voilà. Et en présentiel, c'est en chantier aussi. Tout ça est en discussion actuellement. En présentiel, si vous participez à plus de 25% de l'intégralité de la production, enfin du projet, et en dessous, c'est de la... Oui, mais ça, c'est le projet. Tout n'est pas encore... En tout cas, on a reçu un mail du syndicat pour nous dire que dorénavant, ce serait comme ça. Voilà. Pour le ciné, c'est déjà comme ça. Pas le cinéma, d'accord. Pour le ciné, c'est des dispositifs qui ont été mis en place par le CNC et l'AFDAS, et c'est à l'étude, en effet, pour la. Il est améliorable et adaptable pour la télé, puisque voilà, on a des durées de tournage plus longues. Donc voilà. Mais effectivement. Et ça me permet aussi de rebondir sur les VHSS, si vous me permettez. J'ai participé à une formation au CNC en tant qu'agent artistique pour justement parler des armes juridiques que les agents pouvaient avoir et délivrer auprès de leurs comédiens et de leurs comédiennes. Et en l'occurrence, il y a plein de choses hyper intéressantes qui en est ressorties de cette formation. Donc, par exemple, et ça c'est une information que je n'avais pas et qui est très importante pour les comédiens et les comédiennes, c'est le droit de retrait sur un tournage. C'est-à-dire que si vous êtes agressé ou vous êtes harcelé, vous pouvez faire appel à votre droit de retrait et la production est obligée de faire une enquête pour savoir ce qui s'est passé et en fonction évidemment de l'importance de votre rôle, le tournage est arrêté. Voilà, donc c'est très important de savoir ça et ça me permet aussi de parler du fait que si vous avez été victime d'une agression, en parler à votre agent, ça constitue une preuve indirecte et les agresseurs peuvent être condamnés sur une preuve indirecte. Donc c'est important aussi, je parle dans ma position d'agent, d'en parler auprès de votre agent ou des gens qui peuvent justement... Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. On va juste recentrer vraiment sur la coordination d'intimité, s'il vous plaît, qui est le sujet aujourd'hui. Merci. Bonjour. Je suis par ici, j'ai une question. Déjà, merci, c'est un très beau métier et c'est super comme table ronde. Il y a une étude qui traîne beaucoup sur des médias un peu d'infodivertissement que je trouve intéressante, c'est que la jeunesse, les jeunes, ont tendance à trouver qu'il y a presque trop de scènes de sexualité simulées dans la fiction. Mais du coup, on se dirige... C'est toute une réflexion que j'ai, mais je vais essayer de faire vite. En gros, on va vers un monde où il y a moins d'agressions, où il y a moins de viols. Donc, de façon organique, on va aussi avoir moins de sexualité. En tout cas, elles sont visibles. Enfin, on en parle un peu plus, un petit peu. Enfin,
Donc, si on va vers un monde idéal où il y a moins d'agression, on va aussi vers un monde où il y a moins de sexe. Donc, il y aurait aussi un monde... Et si c'était le contraire? Mais du coup, est-ce que dans cette position, comme dit, c'est vraiment une réflexion que j'ai, mais du coup, est-ce que dans cette position, coordination d'intimité, ça pourrait aussi vouloir dire lire un scénario et peut-être aller vers une désystématisation des scènes de sexe? Parce que, disons que quelquefois, moi, j'en ai vu qui sont ni artistiquement intéressantes, ni narrativement intéressantes. La coordinatrice d'intimité n'est pas là pour avoir un jugement moral sur le scénario. Elle prend un scénario qui existe sans jugement moral. Ça ne lui appartient absolument pas. Et j'espère bien que les coordinateurs et coordinatrices d'intimité ne vont pas se mêler de l'écriture de scénario. Non, mais ce que vous soulevez, par contre, je pensais que vous alliez sur un autre sujet, c'est qu'effectivement, la génération Z, j'entends beaucoup voilà pourquoi avoir des scènes de sexe simulé dans les films. C'est une chose que j'ai entendue plusieurs fois et qui pose la question de oui, est-ce que votre génération n'a plus envie, dans le fond, de voir ces scènes-là? C'est moi qui vous pose la question, peut-être. Moi, je pense qu'on a été très saturés visuellement. On a été une génération qui s'est pris beaucoup de choses assez terribles et assez violentes dans la face, même alors que ça pouvait passer à des heures de grande écoute à la télé et que c'était quelque chose de très naturel. Les années 90-2000, à mes yeux, c'est vraiment très personnel comme vision, je trouve que ça a fait beaucoup de mal aux enfants qui sont nés dans ces horizons-là. Et c'est pour ça que c'est des thèmes qui sont importants à débattre, déjà que dans la production, c'est pour ça que je trouve que c'est merveilleux que ça se démocratise, mais que dans la production, ça soit quelque chose de pensé, mais qu'aussi à l'écriture, il y ait peut-être une forme de réflexion sur ces choses-là. Moi, oui, je pense que c'est la responsabilité du producteur. Et puis, évidemment, après, il y a quand même des règles au niveau des diffuseurs, justement, pour la protection des enfants, des mineurs, etc. Elles sont respectées, ou alors il y a des sanctions. Mais je suis d'accord. En fait, peut-être aussi qu'il y avait une forme de généralisation de ces scènes, aussi dans la façon de les filmer. Enfin, moi, je voyais des scénarios et 3 petits points, et ils font l'amour. Bon, ça ne veut rien dire, en fait. Et donc il y a une espèce de truc, soit effectivement dans la violence systématique, soit dans l'espèce de sublimation totale avec forcément l'orgasme simultané, etc. Donc il fait que ça a sans doute mis dehors un tas de gens qui vivent pas des choses comme ça. Et donc peut-être que ça va permettre d'améliorer les choses au contraire. Et quand c'est le sujet, il faut en parler en fait, parce que ça fait partie aussi très important de la vie des gens et de la vie même des jeunes. Et donc peut-être que ça va pouvoir être plus pointu quand c'est justifié, mais ça c'est subjectif ce que je dis, c'est la responsabilité de la personne qui est à la barre de la création. Tu veux réagir à ça, Julius? Non, c'est un vaste débat, mais c'est comme dire à Gaspard Noé, arrête de faire des scènes de sexe. C'est quand même un peu compliqué, parce que ça participe aussi à une démarche artistique. Parfois c'est trop, je suis d'accord avec toi, parfois c'est pas justifié, mais je vois pas bien une loi qui imposerait de faire on n'est pas là-dedans non plus. Hein. En revanche, je dirais qu'elles sont bienvenues. Moi, pourquoi pas, quand on est sur un scénario dont c'est le sujet, de la faire. Enfin, moi, je fais toujours venir même les réalisateurs, etc., le plus en amont possible dans la production. Je trouve qu'on est meilleur. On n'est pas omniscient, c'est un travail collectif. Et donc, effectivement, moi, je l'inviterais très volontiers autour de la table, mais même je le ferais. Moi, en ce moment, je fais une série sur l'eau. Il y a un ingénieur hydraulique depuis le début. Si je fais une série sur le sexe, il y aura quelqu'un, parce que ce sera beaucoup mieux. Bonjour. Ici, pardon. J'ai une question parce que là, depuis tout à l'heure, on parle énormément en fait de projets très structurés financièrement, que ce soit dans l'audiovisuel, dans le cinéma, ou à l'inverse, pas du tout au niveau de la formation. On comprend bien qu'il y aurait un intérêt quand on se forme en tant que coordinatrice d'intimité à aller vers des écoles de cinéma ou de théâtre pour parler de tout ça très en amont des formations. Mais dans le juste milieu, justement, on est en festival de court-métrage, quand on est dans des structures économiques plus fragiles, comment on pourrait incorporer une coordinatrice d'intimité? Quel est réellement son coût sur une production? Est-ce que, quel que soit le projet, notamment par rapport aux demandes de labellisation, de la formation, etc., est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir quelque chose de presque cheap quand on veut quand même mettre quelque chose dans les courts-métrages, de dire ok, j'ai quelqu'un qui n'est pas encore labellisé ou formé ou réellement prêt,
mais c'est la seule personne que je peux me permettre d'avoir sur mon plateau compte tenu de ma réalité économique. Qui peut répondre à cette très bonne question? J'ai envie de dire qu'il faut que les choses se passent en bonne intelligence, évidemment, sur un court-métrage. Alors, ce serait intéressant de voir, je ne pense pas qu'il y ait de secret, mais combien coûte à la journée une coordinatrice d'intimité. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question, mais et j'imagine que ce n'est pas forcément accessible pour des productions de court-métrage, mais ne serait-ce que ce qu'on vient de se dire sur parler, se dire les choses clairement, transparence, et rester fidèle à cette parole. Si cette parole change, pouvoir se mettre à nouveau d'accord, déjà, ça fait quand même avancer les choses. Il faut aussi s'adapter à certaines contraintes. Je ne vois pas bien comment imposer une coordinatrice d'intimité sur des courts-métrages. Ça devient... Moi, dans les écoles dans lesquelles j'enseigne, je dis aux réalisateurs et réalisatrices de trouver une personne de confiance qui fait souvent partie de ce qu'on appelle du HMC, qui soit là pour faire l'intermédiaire et aider les comédiens et les comédiennes au cas où qu'ils aient quelqu'un auquel... une personne à laquelle ils puissent s'adresser, qui ne soit pas directement la réalisation et qui fasse office de ça. On est très proche en général des gens du HMC. J'ai rien entendu. Quoi je crois que c'est pas nous. Non, je crois voilà, pas. C'est les conseils que je donne à ce jour. Et j'interroge aussi beaucoup l'écriture. Est-ce que cette scène est vraiment nécessaire? Parce que c'est une vraie question dans les courts-métrages. Et comment est-ce qu'on peut la filmer justement un peu différemment? Voilà. Moi, je peux ajouter, là, sur le plan macroéconomique, enfin, vraiment, oui, l'enjeu, après, nous, individuellement, on ne va pas régler ça, hein, mais l'enjeu sociétal, c'est qu'il n'y ait pas d'angle mort. Et en fait, malheureusement, les angles morts, c'est souvent sur les personnes fragiles, ça croise souvent aussi la réalité économique des choses. Donc, et puis c'est pareil pour les enfants, j'allais dire. Voilà, les enfants, ils ne sont pas protégés de la même façon s'ils tournent pour du flux, pour de la fiction. Un enfant, c'est un enfant. Donc, il a autant de risques et autant de dommages à subir, où qu'il soit. Donc, c'est tous ces angles morts, effectivement. Voilà, là, le sujet est vaste et là, je suis moins optimiste parce que ce sera plus long. Mais du coup, moi, je vois alors, donc, pour vous répondre à la question pragmatique, je dirais que c'est aux alentours de 400 € par jour. Et ça peut être plus, moins. Je pense que c'est un peu aussi selon l'expérience qu'on a dans ce métier-là. Ça, c'est comme tous les métiers. Et je dirais que je pense que le premier barrage filtrant, c'est vraiment, c'est dans la formation. C'est là qu'il faudrait, je sais pas, systématiser l'obligation. Quand on est une école de théâtre, il y a l'obligation de proposer minimum d'information, un cours minimum. Parce que voilà, c'est là qu'on change les mentalités, on change les cultures. Il faut s'attaquer à l'arrivée dans le métier. Et après, le métier, il a quand même des moyens. L'intermittence, pour être intermittent, il faut un certain nombre d'heures, il faut passer des visites médicales, etc. Peut-être qu'on peut aussi, à un moment donné, réfléchir à ce que cette formation soit systématiquement faite pour pouvoir avoir accès à tous les droits d'intermittents. Enfin, je sais pas, c'est des idées que je lance comme ça, mais et c'est vrai qu'il va falloir bien systématiser la chose pour que il n'y ait pas que les nantis qui soient protégés. Bonjour. Là, vous disiez le tarif à la journée, mais du coup, il y a la préparation. Oui, c'est pareil, c'est le même prix. Hein. C'est comme quand vous êtes assistant réalisateur, vous êtes payé la même chose pendant la prépa que pendant le tournage. Donc une scène de sexe, c'est combien de jours C'est le même prix, autour de 400 € par jour. C'est un cachet, en fait. Ouais, ça j'ai compris, oui. Mais par contre, une scène de sexe, c'est 1 jour, 2 jours de prépa. Non, nous là, pardon, je pense qu'on parle un peu de la même chose. Julius vous l'a dit, c'est 5-6 minutes utiles par jour, donc c'est plusieurs séquences, ça peut aller jusqu'à 4-5 scènes. Voilà, après on va pas mettre toutes les scènes de sexe le même jour, je pense. Déjà, en général, malheureusement, les plans de travail sortent et c'est le premier jour.
Ah, mais s'il y en a une, s'il y en a une seule dans le scénario, c'est Elle est payée à la journée. un jour de prépa, un jour de tournage. Non, enfin, ça fonctionne pas comme ça. On cross-board en fait nos scénarios. Donc le jour de prépa, il va concerner. En fait, je crois que la question, c'était si tu prends sur un long métrage classique, un coordinateur. Il n'y a qu'une seule scène de sexe. Je vais juste. Ok, s'il y avait qu'une seule scène de sexe simulée sur un long métrage, ça nécessiterait, à mon sens, la présence d'une coordinatrice d'intimité. Au moins ce jour-là sur le tournage, et avant, c'est elle qui estime et fonction. Ce serait 2 jours, un jour de préparation et un jour de tournage, et on a des rapports à faire aussi après, donc notre travail n'est pas tout à fait terminé, voilà, mais on peut l'inclure dans les heures de préparation, des journées à 8 heures, voilà. Donc 2 jours pour une scène. Bonjour. Au mieux. En fait, c'est compliqué à mettre dans un budget de court-métrage. Mais... Oui. Du coup, moi, j'ai 2 questions. Une qui est un cas pratique et l'autre sur le cadre de la coordination d'intimité. Alors, on a beaucoup entendu ces derniers temps parler dans les médias, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, du cas de Blake Lively qui a été donc sur le tournage d'une œuvre qui parle des violences faites aux femmes. Et à cause de la crise réputationnelle qu'il y avait autour pour les 2 acteurs principaux, des choses ont fuité, et notamment le fait que hors du plateau, l'autre acteur principal se serait permis des choses comme par exemple rentrer dans la loge pendant qu'elle donnait le sein. Est-ce que vous, à ce moment-là, c'est la référente ou la référente qu'on va voir, c'est pas la personne de la coordination d'intimité. Ok. Ça peut être les deux, d'ailleurs, ça double l'accès. Normalement, c'est pas la coordinatrice d'intimité, elle n'est pas responsable de ça, mais elle doit signaler effectivement s'il y a quoi que ce soit, elle doit le rapporter à son employeur. Et si elle établit un climat de confiance, je pense évidemment qu'on peut... En fait, n'importe quelle personne qui est témoin a le devoir de le faire remonter, de le signaler. Donc, qui que vous soyez, vous pouvez être la femme de ménage ou le grand patron qui passe par là. Voilà. Donc, il n'y a pas... Voilà, c'est à dire, ah bah non, moi, ça ne me regarde pas, je ne suis pas payée pour ça. Hein. Mais admettons que voilà, ce serait le premier jour, alors qu'ils ont prévu de tourner une de scène ensemble. Donc déjà, les pieds dans le plat. Forcément, à un moment donné, vous allez devoir vous coordonner avec la personne référente, puisque peut-être que la personne qui a été violée dans son intimité hors plateau, elle ne voudra plus faire les mêmes choses avec cette personne. Oui, probablement, absolument. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les choses n'étaient pas immuables, je pense. Et justement, consentement réversible, un des 5 piliers du consentement. Ok. Puisque les choses ne sont pas immuables, que apparemment il n'y a pas de règles pour vous faire intervenir, mais que idéalement le plus tôt le mieux, donc en prépa, sauf qu'on parle de tournage. Personnellement, je suis scénariste et en tant que scénariste, on travaille aussi et on a des risques en fait par rapport à ça. Donc encore une fois, sur ces choses-là, ça va pas être de l'ordre de l'intimité chorégraphiée avec les différentes personnes de la chaîne de production. Ça va être encore une fois référence à la personne qui est employée par la prod et qui s'occupe des VHMSS. D'accord. Il y a 2 sujets là. Il y a les VHSS et la coordination d'intimité. Oui, ok, merci. Merci, bonjour. Quand il y a des gros problèmes sur des plateaux ou en coulisses, s'il n'y a pas de référent ou si les référents, on ne peut pas avoir confiance en eux. Mais là, c'est une autre. Je suis désolée, hein, ouais, non, mais c'est un autre sujet vraiment. Ça marche, pas de souci. Et on est très, ça nous intéresse beaucoup, mais là, c'est vraiment la coordination d'intimité. C'est pas pareil. Mais du coup, on parle pas de ça au coordinateur, quoi. Là, c'est. Ah bah, vous en parlez à la personne que vous voulez. Toute personne est là pour vous aider. Voilà, on peut quand même le dire parce que bon, ça reste un problème. Voilà. Après, si un référent, c'est la personne la mieux placée parce qu'elle est formée, elle s'est portée volontaire, etc. Donc tout de suite, vous aurez réponse à vos questions. Et s'il y a en plus un coordinateur d'intimité que vous sentez plus à l'aise, vous pouvez lui dire. Et puis, je pense que cette personne ira avec votre accord en parler au référent. Voilà, mais parlez-en, c'est tout. Et s'il n'y a personne, vous pouvez appeler la cellule. Rebonjour, j'ai une autre question un peu plus joyeuse. Du coup, est-ce que c'est de la vraie, est-ce que c'est de la chorégraphie? Est-ce que vraiment on prend 2 personnes et on écrit quelque chose ensemble? C'est quoi le procédé un petit peu artistique en fait pour arriver à quelque chose qui se tient, qui plaise à tout le monde?
Oui, mais c'est comme de la chorégraphie, c'est comme une cascade. Voilà. Moi, j'ai pas vu un réalisateur qui dit alors on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il dit ce qu'il aimerait, comment il voit les choses, et puis il y a le cascadeur qui lui dit bah, tu peux faire ça, je peux te proposer ça, mais si tu veux ça, il faudra que ta caméra soit là, etc. Bah là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pas un cascadeur, c'est un coordinateur d'intimité. Et après, là, par exemple, je vais vous donner un exemple sur mon tournage de Montmartre. C'est amusant parce que elle me disait, la coordinatrice d'intimité, parce que ça m'intéresse beaucoup, je voulais savoir comment ça se passait. Elle disait, bah, y a certains acteurs, eux, ils donnent leurs limites. Donc ils disent bon moi je veux bien que voilà ça s'arrête là, on me touche jusque là, une scène on doit se toucher, s'embrasser, se rouler dans le lit, bon et jusque là tu fais vraiment ce que tu veux, ça me dérange pas, je me laisse aller et puis voilà après la caméra chope. Et il y en a d'autres qui disent non moi je préfère comme ça. Alors d'abord on compte dans ma tête 1, 2, là tu commences par me toucher là, après tu vas là, puis après là tu peux mettre tes mains sur les seins et donc tout est bien chorégraphié et comme les choses sont dites et puis voilà alors là même les mots. La coordinatrice d'intimité, elle disait des mots voilà, très sexuels. Alors moi, j'étais... Et oui, après, au bout de 10 minutes, bah, c'était des mots comme si on me disait voiture, roue, travelling, pareil, vagin, sein, téton. Elle employait des mots voilà, qu'on n'a pas l'habitude. Mais c'est justement en les disant, tout d'un coup, ça devient vraiment un matériau. Enfin, c'est tout à fait intéressant de voir finalement que la pudeur... La fausse pudeur peut-être qu'on avait bloquée rendait les choses justement ce que je vous disais avec un regard qui mettait mal à l'aise alors que là ça remet à l'aise. Donc il y a différentes techniques mais on prépare comme une chorégraphie. Et quand c'est scénarisé dans le scénario c'est encore plus génial. Voilà. Ah donc vous encourageriez les scénaristes à vraiment quelque chose de très millimétré sur les mouvements. J'encouragerais les scénaristes, oui, à écrire ce qu'ils veulent faire passer comme message à travers la scène. Elle doit avoir narrativement un sens, je crois. Après, ça ne veut pas dire que la réalisation est forcée de suivre, mais au moins, ça donne quelque chose et c'est pas juste écrit, ils font l'amour. Je pense que oui. Enfin, moi, c'est comme une chorégraphie de danse. Je pense que oui. Je pense qu'il faut la scénariser. Julius, tu veux comment dire? Non, c'est-à-dire que le scénario, à mon avis, reste un document intermédiaire dans le travail pour faire naître un film, une œuvre, une série. Pour moi, ça parle pas encore de détails de réalisation. Une chorégraphie, dans une certaine mesure, peut être écrite, mais jamais le découpage, jamais la durée. Il y a quand même tout un tas de choses qui appartiennent encore à la réalisation qui vient après, ou qui vient d'ailleurs, pour moi, c'est deux objets d'écriture, la réalisation et le scénario, qui ne cessent de cohabiter, de communiquer. Donc l'écriture ne fait pas que précéder la mise en scène aussi infuse l'écriture en fonction d'un décor, en fonction d'une discussion avec des comédiens. Donc tout ça doit rester très organique. Moi, ça dépend aussi des scénaristes. Il y a plein de scénaristes qui restent très très sommaires dans la façon d'écrire une scène. Moi, ça me va bien, mais je trouve que ce qui est important, c'est qu'on apporte autre chose que ce qui est écrit dans le scénario, nous, réalisateurs. Donc forcément, on met les choses un peu plus concrètement, on va dire. C'est la question de l'adaptation, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, je prends l'exemple d'une cascade, la voiture poursuit l'autre, et puis elle va faire un, je sais pas quoi, je connais rien en voiture. Hein. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et puis on donne le scénariste, il dit ce qui se passe. Puis tout d'un coup, la voiture s'arrête, fait une tête à queue, machin, descend. Bon, tout ça, c'est écrit. Alors que les scènes de sexe, et puis après on adapte, parce que non, tu as décrit un truc, mais non, la route de Corniche, on l'a pas trouvée, finalement on va faire ça comme ça, etc. Donc là, le réalisateur adapte avec tous les techniciens qui sont concernés par la scène. C'est pareil, alors que dans les scènes d'amour, moi, ce que je lis tout le temps, c'est ils sont pris d'un irrépressible désir. Ok. Ou alors les vêtements volent. Donc là, j'ai un cascadeur qui dit est-ce qu'il faut que je mette des fils pour les vêtements. Donc voilà. Donc là, on peut dire, et puis après on adapte, effectivement, suite à justement à ce que l'acteur peut faire, est prêt à faire, comment la caméra peut filmer pour que ce soit simulé sans qu'on voit, et voilà. Et donc après, on réadapte. Mais c'est bien d'avoir une base. Justement, ça permet tout de suite d'avoir le dialogue et c'est pas au réalisateur non plus de... Enfin, quelque part, le scénariste, il est payé, il faut qu'il écrive les scènes. Rebonjour. Vous avez parlé qu'il y a un coordinateur pour les... Enfin, je ne sais pas comment vous l'appelez, pour les violences sexistes et sexuelles sur les plateaux. Un référent. Un référent.
est-ce qu'avec les formations de coordinateurs d'intimité, est-ce que vous pouvez être aussi référent de violences sexistes et sexuelles? Normalement, non. Normalement, non. C'est 2 postes, de ce que je sais, c'est 2 postes différents. Mais effectivement, comme Aline le disait, tout interlocuteur peut prendre cette parole. Enfin, normalement, ça serait mieux que ce soit le référent, parce qu'il quand même, il faut être formé pour recevoir la parole. Ce n'est jamais anodin. On est formé à ça, nous, les coordinatrices d'intimité. Il y a le risque de ce qu'on appelle le traumatisme secondaire quand on reçoit la parole. Mais normalement, non. Ce sont, de ce que je sais, en tout cas moi, des fonctions séparées. Oui, ne serait-ce parce que le référent, il doit être là tout le tournage. On ne va pas avoir la présence, donc on couvrira, il y aura des angles morts si on fait ça. Donc il vaut mieux avoir un référent tout le tournage. Et voilà, et le référent, en fait, c'est une personne de l'équipe, il n'est pas payé, il est payé légèrement, il a un petit bonus, mais voilà, on ne prend pas quelqu'un spécialement pour ça, donc ça nous coûterait beaucoup trop cher aussi d'avoir un référent coordinateur formé à la coordination d'intimité, tout le tournage. Voilà, là c'est quelqu'un qui va faire partie de l'équipe d'éco, quelqu'un qui va faire partie de l'équipe de prod et qui en plus a fait la formation de référent et a un petit bonus pour assumer cette responsabilité. C'est souvent les scripts, non, il me semble? Ça dépend, mais c'est vrai que c'est bien que ce soit quelqu'un qui n'est pas le directeur de production, pas le chef. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne coupe la parole à personne. Non, on n'en a plus? Très bien. Eh ben, merci beaucoup à vous. Vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir d'avoir des choses positives aussi, vraiment. Je vais inviter Cécile Camp à clore cette table ronde. Ah oui, bon, évidemment, je l'appelle, elle est un peu loin, le temps qu'elle arrive, pour vous parler de la suite. Et puis c'est à elle, donc c'est quand même à elle que nous devons tous les événements qui sont faits à Paris-Cours-de-Vent, donc on peut la féliciter. Merci beaucoup, merci. Un mot pour clore cet événement. Déjà pour remercier le festival et son accueil magnifique depuis 8 ans que nous collaborons ensemble. Je ne suis pas bien placée par rapport au baffle, pardon, je vais vous cacher. Et simplement, je voudrais vous dire que nous serons présents au Village des Pros, actrices et acteurs de France associés, et nous serons absolument ravis de rencontrer des actrices et des acteurs professionnels qui ne sont pas encore membres de notre association. Et nous serons aussi ravis de rencontrer ceux que nous connaissons déjà pour leur parler des projets futurs que nous mettons en place. Voilà, soyez curieux, venez nous rencontrer pour en savoir un peu plus. Nous ne faisons pas que organiser des tables rondes fantastiques avec des sujets intéressants et des animateurs et des animatrices et des invités fantastiques, mais nous faisons plein d'autres choses. Donc dès que vous voyez quelqu'un qui a un petit badge comme ça, c'est qu'il est à même de vous renseigner sur ce que nous faisons. Merci beaucoup et rendez-vous en tout cas vendredi après-midi ici même au Village des Pros. Merci à tous et à toutes.